Le monde de Narnia. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Écrit par C.S. Lewis. À Lucy Barfield. Ma chère Lucy, j'ai écrit cette histoire pour toi, mais en la commençant, je ne m'étais pas rendu compte que les petites filles grandissent plus vite que les livres. Finalement, tu es déjà trop âgée pour t'intéresser aux contes de fées, et quand celui-ci se trouvera imprimé et relié, tu seras plus vieille encore. Mais un jour viendra où tu seras suffisamment âgée pour recommencer à lire des contes. Alors, tu descendras ce livre du haut de la bibliothèque, tu l'épousseteras et me diras ce que tu en penses. Je serai probablement trop sourd pour t'entendre et trop vieux pour comprendre un mot de ce que tu me diras. Mais je demeurerai ton parrain affectionné. C.S. Lewis. Chapitre 1. Lucy regarde dans une armoire. Il était une fois 4 enfants qui s'appelaient Peter, Susan, Edmund et Lucy. Cette histoire raconte une aventure qui leur arriva lorsqu'ils furent éloignés de Londres pendant la guerre à cause des raids aériens. On les envoya chez un vieux professeur qui vivait en pleine campagne, à 16 kilomètres de la gare la plus proche et à 3 kilomètres du bureau de poste. Ce professeur n'était pas marié et vivait dans une très vaste maison avec une gouvernante, Madame Macready, et 3 servantes. Elles se nommaient Ivy, Margaret et Betty, mais elles ne jouent pas un grand rôle dans l'histoire. C'était un homme très âgé, avec des cheveux blancs en broussailles qui poussaient sur une grande partie de son visage, aussi bien que sur sa tête. Les enfants l'aimèrent presque immédiatement, mais le premier soir, quand il sortit les accueillir à la porte d'entrée, il avait l'air si bizarre que Lucy, qui était la plus jeune, fut un peu effrayée, et qu'Edmund, qui était le plus jeune après Lucy, eut grande envie de rire, et dut à plusieurs reprises faire semblant de se moucher pour ne pas le montrer. Dès qu'ils eurent souhaité bonne nuit au professeur, et qu'ils furent montés à l'étage pour leur première nuit, les garçons vinrent dans la chambre des filles, et tous se mirent à parler de leur hôte. « Nous sommes vraiment bien tombés !» s'exclama Peter. « Cela va être merveilleux. Ce vieux bonhomme nous laissera faire tout ce que nous voulons. »« Je trouve qu'il est vraiment adorable, » ajouta Suzanne. « Oh, arrêtez !» dit Edmund, qui était fatigué, mais s'efforçait de ne pas le montrer, ce qui le mettait toujours de mauvaise humeur. « Arrêtez de parler comme ça !»« Comme quoi ?» demanda Suzanne. « Et de toute façon, tu devrais déjà être au lit. »« Tu essaies de parler comme maman, » reprit Edmund. « Et puis, pour qui te prends-tu en déclarant que je dois aller au lit ? Va au lit toi-même. »« Ne ferions-nous pas mieux d'aller tous nous coucher ?» suggéra Lucy. « Nous serons sûrement punis si l'on nous entend parler ici. »« Mais non, » rétorqua Peter. « Je vous affirme que c'est le genre de maison où personne ne se souciera de ce que nous ferons. D'ailleurs, ils ne nous entendront pas. D'ici à la salle à manger, il y a au moins 10 minutes de marche, plus toute une série de couloirs et d'escaliers dans l'intervalle. »« Quel est ce bruit ?» demanda soudain Lucy. Cette maison était vraiment beaucoup plus vaste que toutes celles dans lesquelles elle était allée auparavant, et la pensée de tous ces longs corridors et de toutes ces portes ouvrant sur des pièces vides commençait à lui donner la chair de poule. « C'est juste un oiseau, petite sotte !» dit Edmund. « C'est un hibou !» précisa Peter. « Cela va être un endroit merveilleux pour voir des oiseaux. Je vais aller me coucher maintenant. Au fait, si nous partions en exploration demain, on doit trouver tout ce que l'on veut dans un endroit comme celui-ci. Avez-vous vu ces montagnes lorsque nous sommes arrivés ? Et les bois ? Il doit y avoir des aigles et des cerfs. Il y aura des faucons. Des blaireaux, renchérit Lucy. Des renards, ajouta Edmund. Des lapins, affirma Suzanne. Mais le lendemain matin, il tombait une pluie obstinée, persistante et si drue, qu'en regardant par la fenêtre, on ne pouvait distinguer ni les montagnes, ni les bois, ni même la rivière dans le jardin. Bien sûr, il fallait qu'il pleuve, ronchonna Edmund. Les enfants venaient juste de terminer leur petit déjeuner,
qu'ils avaient pris en compagnie du professeur, et se trouvaient en haut, dans la pièce qui leur était réservée, une longue salle basse, éclairée par 4 fenêtres, 2 regardant dans une direction et 2 autres dans une autre. « Cesse de grogner, » dit Suzanne. « Je te parie que le temps va s'éclaircir d'ici 1 heure environ. En attendant, nous ne sommes pas à plaindre. Il y a une radio et des tas de livres. »« Très peu pour moi, » s'exclama Peter. « Je préfère partir en exploration dans la maison. » Chacun approuva son projet, et c'est ainsi que les aventures commencèrent. C'était l'une de ces maisons dont il semble que jamais l'on ne parviendra à découvrir tous les recoins. Elle recelait toutes sortes d'endroits inattendus. Les quelques premières portes qu'ils ouvrirent ne conduisaient qu'à des chambres d'amis, comme l'on pouvait s'y attendre. Mais bientôt, ils arrivèrent dans une très longue salle, ornée de tableaux. Et là, ils découvrirent une armure complète. Ensuite, il y avait une petite pièce, entièrement tapissée d'étoffes vertes, avec une harpe dans un coin. Puis il y avait 3 marches qui descendaient, suivies de 5 autres qui montaient. Et ensuite, une sorte de petit vestibule, situé à l'étage, avec une porte qui ouvrait sur un balcon. Et ensuite une enfilade de pièces, garnies de livres, la plupart très anciens, et certains plus volumineux qu'une Bible dans une église. Et tout de suite après, les enfants inspectèrent une pièce, qui était complètement vide, à l'exception d'une grande armoire. Ce genre d'armoire dont les portes sont revêtues de miroirs. Il n'y avait absolument rien d'autre dans la pièce, si ce n'est une mouche verte, morte, sur le rebord de la fenêtre. « Il n'y a rien ici, » observa Peter. Et ils sortirent tous en bande, tous, à l'exception de Lucie. Elle resta en arrière, parce qu'elle pensait que cela valait la peine d'essayer d'ouvrir la porte de l'armoire, bien qu'elle fût presque certaine que celle-ci serait fermée à clé. Mais à sa grande surprise, la porte s'ouvrit très facilement, et 2 boules de naphtaline roulèrent à ses pieds. En regardant à l'intérieur, elle vit plusieurs manteaux suspendus, pour la plupart de longs manteaux de fourrure. Or, il n'y avait rien que Lucie aimât autant que l'odeur et le contact de la fourrure. Elle entra sans hésiter dans l'armoire, s'enfonça parmi les manteaux et frotta son visage contre eux, tout en laissant la porte ouverte, bien entendu, parce qu'elle savait qu'il était très sot de s'enfermer dans une armoire, quelle qu'elle soit. Elle s'enfonça davantage, et découvrit qu'il y avait une 2e rangée de manteaux, pendus derrière la première. Il faisait presque noir là-dedans, et elle gardait ses bras tendus devant elle, afin de ne pas se cogner la figure contre le fond de l'armoire. Elle fit encore un pas, puis 2 ou 3, s'attendant toujours à sentir le panneau de bois contre ses doigts. Mais elle ne le rencontrait pas. « Ce doit vraiment être une armoire gigantesque !» pensa Lucie, qui continua d'avancer, en écartant les plis moelleux des manteaux pour passer. Elle remarqua alors que quelque chose craquait sous ses pieds. « Je me demande si ce sont encore des boules de naphtaline, » se dit-elle, et elle se baissa pour les toucher avec ses mains. Mais au lieu de sentir le bois dur et lisse du plancher de l'armoire, elle sentit quelque chose de mou, de poudreux et d'extrêmement froid. « C'est très bizarre, » observa-t-elle, et elle fit encore un pas ou 2 en avant. Un instant plus tard, elle nota que ce qui effleurait son visage et ses mains n'était plus de la douce fourrure, mais quelque chose de dur, de rugueux et même de piquant. « Tiens, on dirait des branches d'arbres !» s'exclama Lucie. Puis elle vit qu'il y avait une lumière devant elle, non pas à quelques centimètres, là où le fond de l'armoire aurait dû se trouver, mais très loin. Quelque chose de froid et de doux tombait sur elle. Elle découvrit alors qu'elle se trouvait au milieu d'un bois, la nuit, avec de la neige sous ses pieds et des flocons qui descendaient du ciel. Lucie se sentit un peu effrayée, mais en même temps, sa curiosité était piquée au vif. Elle jeta un regard en arrière, par-dessus son épaule, et là, entre les sombres troncs d'arbres, elle put encore discerner la porte ouverte de l'armoire, et même entrevoir la pièce vide d'où elle s'était mise en route. Elle avait naturellement laissé la porte ouverte, car elle savait que c'était stupide de s'enfermer dans une armoire. Apparemment, il faisait encore jour là-bas. « Je peux toujours retourner en arrière, si quelque chose ne va pas, » pensa Lucie. Et elle se mit à marcher, cric, crac, cric, crac, sur la neige, à travers le bois, en direction de l'autre lumière.
Elle l'atteignit au bout de 10 minutes environ, et découvrit qu'il s'agissait d'un réverbère. Tandis qu'elle l'examinait, en se demandant pourquoi il y avait un réverbère au milieu d'un bois, et en réfléchissant à ce qu'elle allait faire ensuite, elle entendit un crissement de pas venant vers elle. Et peu après, un personnage très étrange sortit d'entre les arbres et apparut dans la lumière du réverbère. Il était juste un peu plus grand que Lucie et tenait au-dessus de sa tête un parapluie couvert de neige. Jusqu'à la taille, il ressemblait à un homme, mais ses jambes étaient formées comme celles d'une chèvre, avec un pelage noir et lustré, et à la place de pieds, il avait des sabots. Il avait aussi une queue, mais Lucie ne la remarqua pas tout de suite, parce qu'elle était soigneusement relevée sur le bras qui tenait le parapluie, afin qu'elle ne traîne pas dans la neige. Il portait une écharpe en laine rouge, entourée autour de son cou, et sa peau était plutôt rougeaude également. Il avait une petite figure bizarre mais avenante, avec une courte barbe taillée en pointe et des cheveux bouclés. De cette chevelure sortaient 2 cornes, qui se dressaient de chaque côté de son front. L'une de ses mains, comme je l'ai dit, tenait le parapluie. Sur l'autre bras, il portait plusieurs paquets, enveloppés dans du papier brun. À cause de ces paquets et de la neige, on aurait vraiment cru qu'il venait de faire ses courses de Noël. C'était un faune. Lorsqu'il vit Lucie, il eut un tel sursaut de surprise qu'il laissa tomber tous ses paquets. « Miséricorde !» s'exclama le faune. Chapitre 2. Ce que Lucie y trouva. « Bonsoir !» dit Lucie. Mais le faune était tellement occupé à ramasser ses paquets qu'il ne lui répondit pas tout de suite. Quand il eut fini, il lui adressa un petit salut. « Bonsoir, bonsoir !» dit le faune. « Excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais aurais-je raison de penser que vous êtes une fille d'Ève ?»« Je m'appelle Lucie, » lui dit-elle, en ne comprenant pas très bien ses paroles. « Mais vous êtes, pardonnez-moi d'insister, vous êtes ce qu'on appelle une fille. »« Bien sûr, je suis une fille, » répondit Lucie. « Vous êtes, à dire vrai, un être humain. »« Bien sûr, je suis un être humain, » dit Lucie encore un peu interloquée. « Certes, certes, » poursuivit le faune, « comme je suis stupide. Mais je n'ai jamais vu un fils d'Adam ou une fille d'Ève auparavant. Je suis charmée, c'est-à-dire que... » Et là il se tut brusquement, comme s'il avait été sur le point de laisser échapper, malgré lui, une parole qu'il ne voulait pas prononcer, et que, heureusement, il s'en était souvenu juste à temps. « Charmé, charmé, reprit-il. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Tumnus. »« Je suis enchantée de faire votre connaissance, monsieur Tumnus, » s'exclama Lucie. « Puis-je vous demander, ô Lucie, fille d'Ève, dit monsieur Tumnus, comment êtes-vous entrée à Narnia ?»« Narnia ? Qu'est-ce que c'est ?» dit Lucie. « C'est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, » expliqua le faune. Le domaine de Narnia comprend toutes les terres qui s'étendent entre le réverbère et le grand château de Cair Paravel, situé sur la mer orientale. « Et vous, est-ce par les farouches bois de l'Ouest que vous êtes venu ? »« Moi, je suis entrée par l'armoire de la chambre d'amis, » répondit Lucie. « Ah !» regretta M. Tumnus, avec une voix mélancolique. « Si seulement j'avais mieux étudié la géographie lorsque j'étais petit faune. Je saurais tout sur ces pays étrangers. C'est trop tard maintenant. »« Mais il ne s'agit pas de pays, » répliqua Lucie en éclatant presque de rire. « C'est juste derrière, tout du moins, je le pense, c'est l'été là-bas. » Pendant ce temps, soupira M. Tumnus, c'est l'hiver à Narnia, et cela depuis très longtemps. Et nous allons tous les deux nous enrhumer si nous restons plantés là, à parler dans la neige. Fille d'Ève du lointain pays de chambre d'amis, là où règne sur la brillante cité d'Armoire un éternel été, accepteriez-vous de venir prendre le thé avec moi ? Merci beaucoup, monsieur Tumnus, dit Lucie, mais je me demande si je ne devrais pas rentrer. J'habite tout à côté, précisa le faune. Il y aura un bon feu crépitant et des tartines grillées, et des sardines et des gâteaux. Vous êtes vraiment très aimable, dit Lucie, mais je ne pourrai pas rester très longtemps. Si vous voulez prendre mon bras, fille d'Ève,
suggéra M. Tumnus. « Je pourrais tenir ce parapluie au-dessus de nous deux. C'est par ici, en route !» Et c'est ainsi que Lucie se retrouva cheminant entre les arbres, bras dessus, bras dessous, avec cette étrange créature, exactement comme s'ils s'étaient connus depuis toujours. Ils n'avaient pas marché bien longtemps lorsqu'ils atteignirent une partie du bois au terrain plus capricieux. Des rochers se dressaient tout autour d'eux, ainsi que des petites collines moutonnantes. Au fond d'un vallon, M. Tumnus bifurqua soudain, comme s'il voulait entrer droit dans un rocher beaucoup plus grand que les autres. À la dernière minute seulement, Lucie se rendit compte que le faune la guidait vers l'entrée d'une caverne. À peine à l'intérieur, elle se retrouva clignant des yeux à la lumière d'un feu de bois. M. Tumnus se pencha alors et retira de l'âtre, à l'aide d'une jolie petite paire de pinces, un morceau de bois enflammé avec lequel il alluma une lampe. « Maintenant cela ne prendra pas longtemps, » annonça-t-il, et il mit immédiatement de l'eau à chauffer. Lucie se dit qu'elle n'avait jamais vu une pièce aussi agréable. C'était une petite caverne, bien sèche et bien propre, en pierre rougeâtre, avec un tapis sur le sol et 2 petites chaises. « L'une pour moi, l'autre pour un ami, » indiqua M. Tumnus. « Et une table, et un buffet, et une cheminée. Et suspendu au-dessus de la cheminée, le portrait d'un vieux faune, avec une barbe grise. » Dans un coin, il y avait une porte qui, d'après Lucie, devait conduire à la chambre de M. Tumnus. Contre l'un des murs s'appuyait une étagère chargée de livres. Lucie les examina pendant que le faune déposait le couvert pour le thé. Ils avaient des titres tels que « La vie et les lettres de Silène » ou bien « Les nymphes et leurs manières » ou encore « Hommes, moines et gardes-chasse, une étude des légendes populaires » ou enfin « L'homme est-il un mythe ?» « C'est prêt, fils d'Ève !» s'exclama le faune. Quelle merveille ce goûter! Il y avait pour chacun d'eux un délicieux œuf brun, parfaitement cuit à la coque, puis des sardines sur du pain grillé, puis des tartines beurrées, puis des toasts avec du miel, puis un gâteau nappé de sucre glacé. Et quand Lucie eut assez mangé, le faune se mit à parler. Il connaissait des histoires merveilleuses sur la vie dans la forêt. Il raconta les danses de minuit, lorsque les nymphes qui habitent les sources et les dryades qui vivent dans les arbres sortent de leur cachette pour danser avec les faunes. Il raconta les longues chasses à courre, à la poursuite d'un cerf blanc comme le lait, qui peut exaucer vos souhaits si vous l'attrapez. Il raconta les festins et les chasses au trésor, en compagnie des farouches nains rouges, au cœur des mines et des cavernes, profondément enfouies dans le sous-sol de la forêt. Il raconta l'été, lorsque les bois reverdissent et que le vieux Silène, sur son âne ventru, vient leur rendre visite. Et parfois c'est Bacchus lui-même qui se dérange, et alors les eaux des rivières se transforment en vin, et la forêt tout entière s'abandonne aux réjouissances pendant des semaines. Évidemment, maintenant c'est toujours l'hiver, ajouta-t-il tristement. Alors, pour se regaillardir, il sortit de son étui, posé sur le buffet, une étrange petite flûte qui avait l'air d'être faite en paille, et il se mit à en jouer. Et la mélodie qu'il improvisa donna à Lucie envie de pleurer et de rire, et de danser et de dormir, tout cela en même temps. Il s'était sûrement écoulé plusieurs heures, lorsque soudain, elle sortit de sa torpeur et déclara « Oh, monsieur Tumnus, je suis désolée de vous interrompre, et j'adore cette mélodie, mais vraiment, je dois rentrer à la maison. J'avais l'intention de ne rester que quelques minutes. »« Ce n'est pas bien maintenant, vous savez, » dit le faune qui posa sa flûte et regarda Lucie en secouant sa tête très tristement. « Pas bien ?» cria Lucie qui sauta sur ses pieds et se sentit plutôt effrayée. « Que voulez-vous dire ? Je dois rentrer immédiatement à la maison. Les autres vont se demander ce qui m'est arrivé. » Mais l'instant suivant, elle s'exclama. « Monsieur Tumnus, qu'avez-vous » Car les yeux bruns du faune s'étaient remplis de larmes, et ces larmes commencèrent à couler le long de ses joues. Et bientôt elles glissèrent goutte à goutte du bout de son nez. Et finalement le faune se couvrit le visage avec ses mains, et se mit à pousser des hurlements. « Monsieur Tumnus, monsieur Tumnus !» s'écria Lucie complètement bouleversée. « Ne pleurez pas, je vous en prie, qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne vous sentez pas bien ? Cher monsieur Tumnus, dites-moi ce qui ne va pas. » Mais le faune continua à sangloter, comme si son cœur allait se briser. Et même lorsque Lucie s'approcha de lui, l'entoura de ses bras et lui prêta son mouchoir, il ne s'arrêta pas de pleurer. Il prit simplement le mouchoir et s'en servit copieusement, l'essorant avec ses 2 mains chaque fois qu'il était trop humide pour être utilisé,
si bien que Lucie se trouva bientôt au milieu d'une flaque. Elle secoua le faune et hurla à son oreille. « Monsieur Tumnus, je vous en prie, arrêtez-vous! Arrêtez-vous tout de suite, vous devriez avoir honte! Un grand faune comme vous, pourquoi diable pleurez-vous ainsi ?»« Oh, sanglota Monsieur Tumnus, je pleure parce que je suis un faune tellement méchant. »« Je ne trouve pas du tout que vous soyez un méchant faune, » rétorqua Lucie. « Je trouve que vous êtes un très gentil faune. Vous êtes le faune le plus gentil que j'ai jamais rencontré. »« Oh, vous ne diriez pas cela si vous saviez, » répliqua Monsieur Tumnus entre deux sanglots. « Non, je suis un méchant faune. Je ne pense pas qu'il y ait eu un faune pire que moi depuis le commencement du monde. »« Mais qu'avez-vous fait ?» demanda Lucie. « Tenez, mon vieux père, » poursuivit-il. « Vous voyez, c'est son portrait au-dessus de la cheminée. Eh bien, il n'aurait jamais fait une chose comme ça. »« Une chose comme quoi ?» dit Lucie. « Comme celle que j'ai faite, » dit le faune. « Entrer au service de la sorcière blanche. Voilà ce que je suis, à la solde de la sorcière blanche. »« La sorcière blanche ? Qui est-ce ? » ?»« Eh bien, c'est elle qui tient tout Narnia sous sa domination. C'est elle qui fait que c'est toujours l'hiver et jamais Noël. Vous imaginez ? Comme c'est affreux !» compatit Lucie. « Mais pour quel travail vous paie-t-elle ?»« C'est justement ça le plus horrible de tout, » dit Monsieur Tumnus, avec un grognement douloureux et désespéré. « Je suis pour elle voleur d'enfants. Oui, voilà ce que je suis. Regardez-moi, fille d'Ève. Me croiriez-vous capable, si je rencontrais dans le bois un pauvre enfant innocent, un enfant qui ne m'aurait jamais fait le moindre mal, me croiriez-vous donc capable de faire semblant d'être amie avec lui, de l'inviter chez moi, dans ma caverne, dans le seul but de le bercer et de l'endormir, pour le livrer ensuite à la sorcière blanche ? Ah non ! Déclara Lucie. Je suis certaine que vous ne feriez jamais une pareille chose. Mais je l'ai faite, avoua le faune. Soit, admit Lucie, en parlant assez lentement, car elle voulait dans sa réponse être sincère, sans pour autant être trop sévère pour le faune. Soit, c'est très mal, mais vous le regrettez tellement que je suis certaine que vous ne recommencerez jamais. Fille d'Ève, vous ne comprenez donc pas ? S'impatienta le faune. Il ne s'agit pas d'une chose que j'ai faite dans le passé, mais que je suis en train de faire, juste en ce moment. Que voulez-vous dire ? Cria Lucie, en devenant toute blanche. Vous êtes l'enfant, expliqua Monsieur Tumnus. J'ai reçu des ordres de la sorcière blanche. Si jamais je vois un fils d'Adam ou une fille d'Ève dans le bois, je dois l'attraper et le lui livrer. Et vous êtes le premier enfant que je rencontre de ma vie. J'ai fait semblant d'être votre ami, et je vous ai invité à prendre le thé. Et pendant ce temps, j'ai eu l'intention d'attendre que vous soyez endormi pour aller le lui dire. « Oh, mais vous ne le feriez pas, Monsieur Tumnus !» dit Lucie. « Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ? Vraiment, je vous assure, vous ne devez pas le faire. »« Si je ne le fais pas, » dit-il en recommençant à pleurer, « elle le découvrira certainement, et elle me fera couper la queue, scier les cornes, arracher la barbe, et puis elle agitera sa baguette autour de mes beaux sabots fourchus, et les changera en d'horribles sabots massifs, comme ceux d'un misérable cheval. Et si elle est vraiment très, très en colère, elle me transformera en pierre, et je ne serai plus qu'une statue de faune dans son horrible demeure, jusqu'à ce que les 4 trônes de Kerparavel soient occupés, et Dieu seul sait quand cela arrivera. Et peut-être même, cela n'arrivera-t-il jamais. »« Je suis vraiment désolée, Monsieur Tumnus, dit Lucie. Mais s'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. »« Bien sûr, dit le faune. Bien sûr, je le dois. Je le comprends maintenant. Je ne savais pas à quoi ressemblaient les êtres humains avant de vous rencontrer. Bien sûr, je ne peux pas vous livrer à la sorcière, pas maintenant que je vous connais. Mais nous devons partir tout de suite. Je vous raccompagnerai jusqu'au réverbère. Je suppose que de là, vous pourrez retrouver votre chemin vers chambre d'amis et armoire. »« Oui, j'en suis certaine, dit Lucie. Nous devons marcher aussi silencieusement que possible, l'avertit Monsieur Tumnus. Le bois tout entier est peuplé de ses espions. Il y a même quelques arbres qui sont de son côté. Tous deux se levèrent et laissèrent le couvert du thé sur la table. Monsieur Tumnus rouvrit son parapluie, offrit son bras à Lucie, et ils sortirent dans la neige. Le voyage de retour ne ressembla pas du tout au voyage d'aller. Ils marchaient furtivement, aussi vite qu'ils le pouvaient, sans dire un seul mot, et Monsieur Tumnus choisissait les endroits les plus sombres. Lucie fut très soulagée lorsqu'ils atteignirent le réverbère. « À partir d'ici, connaissez-vous votre chemin, fille d'Ève ?» demanda-t-il. Lucie regarda très attentivement entre les arbres et aperçut seulement une lueur lointaine qui ressemblait à la lumière du jour.
dit-elle. Je distingue la porte de l'armoire. Alors rentrez chez vous aussi vite que possible, conseilla le faune. Et pourrez-vous un jour me pardonner ce que j'ai eu l'intention de vous faire? Bien sûr que oui, dit Lucie en lui serrant chaleureusement la main. Et j'espère de tout mon cœur que vous n'aurez pas de terribles ennuis à cause de moi. Adieu, fille d'Ève, dit-il. Peut-être puis-je garder votre mouchoir? Naturellement, dit Lucie. Puis elle s'éloigna en direction de la lointaine tache de lumière du jour, aussi vite que lui permirent ses jambes. Et tout à coup, à la place des branches rugueuses qui l'effleuraient au passage, elle sentit les manteaux, et au lieu de la neige crissant sous ses pieds, elle sentit le plancher de bois. Et soudain elle se retrouva sautant hors de l'armoire, dans la pièce vide, à partir de laquelle toute l'aventure avait commencé. Elle ferma soigneusement la porte de l'armoire, et regarda autour d'elle, en reprenant son souffle. Il pleuvait toujours, et elle entendit les voix des autres dans le corridor. « Je suis ici! Je suis revenue et je vais bien !» Chapitre 3. Edmund et l'armoire. Lucie sortit en courant de la pièce vide et s'engouffra dans le corridor où elle retrouva les trois autres. « Tout va bien !» répéta-t-elle. « Me voici !» « Mais Lucie, de quoi diable parles-tu » demanda Suzanne. « Comment » s'exclama Lucie avec stupéfaction. « Vous n'étiez pas tous en train de vous demander où j'étais ?»« Ah, tu étais cachée, n'est-ce pas ?» dit Peter. « Pauvre vieille Lucie. Elle s'est cachée et personne ne s'en est aperçu. Il faudra rester cachée plus longtemps que cela la prochaine fois, si tu veux que l'on commence à te chercher. »« Mais j'ai été absente pendant des heures et des heures !» affirma Lucie. Les autres se regardèrent avec des yeux ronds. « Toqué !» dit Edmund, en se tapant la tête. « Complètement toqué !»« Que veux-tu dire, Lucie ?» demanda Peter. « Ce que j'ai dit !» répondit Lucie. « Je suis entrée dans l'armoire juste après le petit déjeuner et j'ai été absente pendant des heures et des heures. J'ai pris le thé et toutes sortes de choses sont arrivées. »« Ne sois pas sotte, Lucie, » dit Suzanne. « Il y a juste un instant que nous sommes sortis de cette pièce. Et tu t'y trouvais alors ?»« Elle n'est pas sotte du tout, » remarqua Peter. « Elle est juste en train d'inventer une histoire pour s'amuser. N'est-ce pas, Lucie ? Et dans le fond, pourquoi pas ? » « Non, Peter, je n'invente rien, » dit-elle. « C'est une armoire magique. Il y a un bois à l'intérieur, et il neige. Et il y a un faune et une sorcière, et cela s'appelle Narnia. Venez voir. » Les autres étaient très perplexes, mais Lucie paraissait si excitée qu'ils retournèrent tous dans la pièce avec elle. Elle s'y élança la première, ouvrit toute grande la porte de l'armoire et s'écria. « Maintenant, entrez et voyez vous-même. Tiens, espèce d'oie stupide, » persifla Suzanne, qui avait mis sa tête à l'intérieur, puis écarté les manteaux de fourrure. « C'est une armoire tout à fait ordinaire. Regarde, voici le fond. » Alors chacun regarda à l'intérieur, puis écarta les manteaux, et chacun vit, Lucie elle-même vit, une armoire parfaitement ordinaire. Il n'y avait ni forêt, ni neige, simplement le fond d'une armoire, avec des crochets fixés dessus. Peter entra et, pour s'assurer de sa solidité, donna sur le fond une série de petits coups secs avec les jointures de ses doigts. « Lucie, voilà une fameuse supercherie !» s'écria-t-il en ressortant. « Tu nous as bien attrapés, je dois l'admettre, nous t'avons à moitié cru. »« Mais ce n'est pas du tout une supercherie !» maintint Lucie. « Je te l'assure, c'était complètement différent il y a un moment. Crois-moi, je te le promets !»« Allons, Lucie !» gronda Peter. « Cela va un peu trop loin. Tu as réussi ta plaisanterie, c'est très bien, mais ne trouves-tu pas que cela suffit maintenant ?» Lucie devint toute rouge. Elle essaya de répondre quelque chose, bien qu'elle ne sût pas exactement quoi, et puis fondit en larmes. Les jours suivants, elle fut extrêmement malheureuse. Elle aurait pu se réconcilier avec les autres très facilement, et à n'importe quel moment, si elle avait pu se résoudre à admettre que toute l'affaire n'était qu'une histoire inventée pour s'amuser. Mais Lucie était une petite fille très franche, et elle savait qu'elle avait vraiment raison, et elle ne pouvait pas se résoudre à dire cela. Les autres, qui pensaient qu'elle racontait un mensonge, et qui plus est, un mensonge très stupide, la rendaient très misérable. Les deux aînés ne le faisaient pas exprès, mais Edmund savait se montrer odieux, et à cette occasion, il fut vraiment odieux. Il se moquait de Lucie, ricanait d'un air méprisant, et ne cessait de lui demander si elle avait découvert de nouveaux pays dans les autres placards de la maison.
Ce qui empirait la détresse de la fillette, c'est que ces journées, normalement, auraient dû être délicieuses. Le temps était magnifique, et ils étaient dehors du matin au soir, nageant, pêchant, grimpant aux arbres et reposant dans la bruyère. Mais Lucie ne pouvait savourer comme il convenait aucun de ses plaisirs. Cette situation dura jusqu'à la prochaine journée de pluie. Ce jour-là, comme même en début d'après-midi, le temps ne s'éclaircissait toujours pas, les enfants décidèrent de jouer à cache-cache. C'est Suzanne qui devait chercher. Aussitôt que les autres se furent éparpillés pour se cacher, Lucie alla dans la pièce où se trouvait l'armoire. Elle n'avait pas l'intention de se cacher dans l'armoire, parce qu'elle savait que cela inciterait les autres à reparler de toute cette pénible affaire. Mais elle voulait jeter un dernier coup d'œil à l'intérieur, car, maintenant, elle commençait elle-même à se demander si elle n'avait pas rêvé cette histoire de Narnia et du faune. La maison était si vaste, si tarabiscotée, et comportait tant de recoins pour se cacher, que Lucie pensait avoir le temps de vite jeter un coup d'œil dans l'armoire, et puis de courir se cacher ailleurs. Et dès qu'elle arriva dans la pièce, elle entendit des pas dans le corridor, et alors elle n'eut pas d'autre solution que de sauter dans l'armoire et de tenir la porte fermée derrière elle. Elle ne la ferma pas complètement, car elle savait que c'était vraiment très sot de s'enfermer dans une armoire, même si ce n'était pas une armoire magique. Les pas qu'elle avait entendus étaient ceux d'Edmund. Il entra dans la pièce juste à temps pour voir Lucie disparaître dans l'armoire. Il décida aussitôt d'y entrer lui aussi. Il ne trouvait pas que c'était une cachette particulièrement bonne, mais il voulait continuer à taquiner Lucie à propos de son pays imaginaire. Il ouvrit la porte. Il y avait les manteaux, pendus comme à l'accoutumée, et une odeur de naphtaline, et l'obscurité et le silence, mais aucune trace de Lucie. « Elle pense que je suis Suzanne, et que je viens l'attraper », se dit Edmund, et par conséquent, elle reste bien tranquillement dans le fond. Il sauta à l'intérieur et claqua la porte, oubliant à quel point il est stupide d'agir ainsi. Puis il commença à tâtonner dans le noir pour repérer Lucie. Il s'attendait à la trouver en quelques secondes, et fut très surpris de ne pas y parvenir. Il décida de rouvrir la porte pour laisser entrer un peu de lumière, mais il ne réussit pas non plus à trouver la porte. Cela ne lui plut pas du tout, et toujours à l'aveuglette, il se mit à chercher fébrilement dans toutes les directions. Il cria même « Lucie! Lucie, où es-tu? Je sais que tu te caches ici !» Il n'y eut pas de réponse, et Edmund remarqua que sa propre voix avait une résonance curieuse. Non celle à laquelle on s'attend à l'intérieur d'un placard, mais plutôt une résonance de plein air. Il remarqua aussi, avec étonnement, qu'il avait froid, et enfin il vit une lumière. « Dieu merci !» dit Edmund. La porte a dû se rouvrir d'elle-même. Il oublia complètement Lucie, et marcha vers la lumière qui, selon lui, provenait de la porte ouverte de l'armoire. Mais au lieu de sortir dans la chambre d'amis, voilà qu'il émergea de l'ombre de quelques sapins, sombre et touffu, et se retrouva dans une clairière au milieu d'un bois. De la neige poudreuse crissait sous ses pieds et recouvrait en couche épaisse les branches des arbres. Au-dessus de sa tête, il y avait un ciel bleu pâle, le genre de ciel que l'on voit par une belle matinée d'hiver. Juste devant lui, il aperçut, entre les troncs d'arbres, le soleil qui se levait très rouge et très lumineux. Tout était parfaitement silencieux, comme s'il était la seule créature vivante dans ce pays. Il n'y avait même pas un rouge-gorge ou un écureuil dans les branchages, et la forêt s'étendait à perte de vue dans toutes les directions. Il frissonna. Il se rappela alors qu'il était en train de chercher Lucie. Il se rappela aussi combien il avait été désagréable avec elle au sujet de son pays imaginaire, qui, il s'en rendait compte maintenant, n'était pas imaginaire du tout. Il pensa qu'elle devait se trouver dans les parages. Aussi cria-t-il « Lucie! Lucie! Je suis ici, moi aussi! Moi, Edmund !» Il n'y eut pas de réponse. « Elle est fâchée à cause de toutes les choses que je lui ai dites dernièrement, » pensa Edmund. Et quoique cela ne lui fit aucun plaisir de reconnaître qu'il avait eu tort, cela lui faisait encore moins plaisir de rester seul dans ce lieu étrange, glacial et silencieux. Aussi cria-t-il à nouveau « Écoute, Lucie, je regrette de ne pas t'avoir cru. Je vois à présent que tu avais entièrement raison. Montre-toi, je t'en prie. Faisons la paix. » Il n'y eut toujours pas de réponse. « C'est bien une fille, » observa Edmund, boudant dans son coin et ne voulant pas accepter d'excuses. Il regarda à nouveau autour de lui. Non, décidément, il n'aimait pas cet endroit. Et il s'était presque résolu à rentrer chez lui quand il entendit très loin dans la forêt un bruit de clochette. Il écouta.
Le bruit se rapprochait. Il était tout proche maintenant. Et voilà que soudain apparut un traîneau qui glissait sur la neige, tiré par 2 rennes. Les rennes avaient à peu près la taille de poneys Shetland, et leurs robes étaient si blanches qu'en comparaison, la neige semblait moins blanche. Leurs bois étaient dorés, et ils flamboyèrent lorsque le soleil levant les frappa de ses rayons. Leur harnais était en cuir écarlate, garni de clochettes. Sur le traîneau, guidant les rennes, était assis un nain corpulent qui aurait mesuré 90 centimètres environ s'il s'était tenu debout. Il était vêtu d'une peau d'ours polaire, et sur sa tête, il portait un bonnet rouge et pointu, orné d'un long gland doré, qui pendait à l'extrémité. Son immense barbe courait vers ses genoux et lui servait de couverture. Derrière lui, sur un siège beaucoup plus haut, situé au milieu du traîneau, était assise une personne tout à fait différente. Une noble dame, plus grande que toutes les femmes qu'Edmund avait jamais vues. Elle aussi était emmitouflée jusqu'au cou dans de la fourrure blanche. Elle tenait dans sa main droite une longue baguette rigide en or, et elle portait une couronne d'or sur sa tête. Sa figure était blanche, pas seulement pâle, mais blanche comme la neige, ou du papier, ou du sucre glacé, à l'exception de sa bouche, qui était très rouge. C'était d'ailleurs une belle figure, mais orgueilleuse, froide et sévère. Quel beau spectacle, lorsque le traîneau glissa dans la direction d'Edmund, avec ses clochettes qui tintinabulaient, le nain qui faisait claquer son fouet et la neige qui s'envolait de chaque côté. « Arrête-toi !» commanda la dame, et le nain retint si brusquement les rênes qu'ils tombèrent presque assis par terre. Ensuite, ils se remirent d'aplomb et restèrent sur place, mâchonnant leur mort et reprenant leur respiration. Et dans l'air gelé, le souffle qui sortait de leurs naseaux ressemblait à de la fumée. « Qu'êtes-vous, je vous prie ?» demanda la dame en regardant fixement Edmund. « Je m'appelle Edmund, » balbutia Edmund, d'un ton assez embarrassé. Il n'aimait pas la façon dont elle le regardait. La dame fronça les sourcils. « Est-ce ainsi que vous vous adressez à une reine ?» demanda-t-elle, avec un air encore plus sévère. « Je vous demande pardon, Majesté, je ne savais pas, » dit Edmund. « Vous ne connaissez pas la reine de Narnia ?» s'écria-t-elle. « Ah, vous nous connaîtrez mieux par la suite, mais je répète ma question. Qu'est-ce que vous êtes ? » « S'il vous plaît, votre Majesté, » dit Edmund, « je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je suis en classe, ou plutôt, j'y étais, ce sont les vacances maintenant. » Chapitre 4. Les loukoums. « Mais qu'est-ce que vous êtes ?» demanda de nouveau la reine. « Êtes-vous un nain qui a coupé sa barbe ?»« Non, votre Majesté, » répondit Edmund. « Je n'ai jamais eu de barbe, je suis un petit garçon. »« Un petit garçon ?» s'exclama-t-elle. « Voulez-vous dire que vous êtes un fils d'Adam ?» Edmund demeura muet. Il était trop troublé pour comprendre le sens de cette question. « Je vois. En tout cas, vous êtes un idiot, quoique vous soyez par ailleurs, » déclara la reine. « Répondez-moi une bonne fois pour toutes ou bien je perdrai patience. Êtes-vous un être humain ?»« Oui, votre Majesté, » acquiesça Edmund. « Et comment, je vous prie, êtes-vous entré dans mon empire ?»« S'il vous plaît, votre Majesté, je suis venu par l'armoire. »« Une armoire. Expliquez-vous. »« J'ai ouvert une porte et je me suis retrouvé ici, votre Majesté, » dit Edmund. « Ah, » dit la reine, s'adressant plus à elle-même qu'à Edmund. « Une porte du monde des hommes. J'ai entendu parler de pareilles choses. Cela peut faire tout échouer, mais il est seul, et je m'arrangerai facilement avec lui. » En prononçant ces mots, elle se leva de son siège et regarda Edmund en plein visage, de ses yeux qui lançaient des flammes. Au même instant, elle brandit sa baguette. Edmund fut certain qu'elle allait faire quelque chose de terrible, mais il semblait incapable de bouger. Puis, juste au moment où il se considérait comme perdu, la reine parut changer d'avis. « Mon pauvre enfant, » dit-elle d'une voix toute changée, « vous avez l'air complètement gelé. Venez vous asseoir près de moi sur le traîneau. Je vous couvrirai avec mon manteau et nous parlerons. » Edmund n'aimait pas du tout cet arrangement, mais il n'osa pas désobéir. Il monta sur le traîneau et s'assit aux pieds de la reine, qui l'enroula chaudement dans les plis de son manteau de fourrure.
Peut-être quelque chose de chaud à boire ? proposa la reine. Aimeriez-vous cela ? Oui, s'il vous plaît, votre majesté, accepta Edmund, qui claquait des dents. D'une cachette dissimulée sous ses couvertures, la reine sortit une très petite bouteille, qui avait l'air d'être en cuivre. Tendant le bras, elle laissa tomber une goutte de son contenu sur la neige, à côté du traîneau. L'espace d'une seconde, Edmund vit la goutte étinceler dans l'air comme un diamant. Mais au moment où elle toucha la neige, il y eut un sifflement, et voilà qu'apparut une coupe ornée de pierres précieuses, emplie d'un liquide qui fumait. Le nain s'en saisit aussitôt, et la présenta à Edmund avec une référence et un sourire. Mais un sourire qui n'était pas gentil. Edmund se sentit beaucoup mieux dès la première gorgée de cette boisson brûlante. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais goûté auparavant, très sucré, mousseux et crémeux, et cela le réchauffa jusqu'aux orteils. « Cela manque de charme, fils d'Adam, de boire sans manger, » dit bientôt la reine. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?»« Des loukoums, s'il vous plaît, votre majesté, » demanda Edmund. La reine laissa tomber sur la neige une autre goutte de sa bouteille, et au même instant, voilà qu'apparut une boîte ronde, fermée par un ruban de soie verte. En l'ouvrant, Edmund vit qu'elle contenait plusieurs livres des meilleurs loukoums. Chaque morceau était sucré et moelleux jusqu'au milieu. Edmund n'avait jamais rien goûté de plus exquis. Il avait très chaud maintenant, et il se sentait très bien. Pendant qu'il mangeait, la reine ne cessa de lui poser des questions. Au début, Edmund essaya de se rappeler qu'il était grossier de parler la bouche pleine. Mais il l'oublia vite et ne pensa plus qu'à engloutir le plus de loukoum possible. Plus il en mangeait, plus il désirait en manger. Et pas une seule fois, il ne se demanda pourquoi la reine était si curieuse. Elle l'amena à dire qu'il avait un frère et 2 sœurs, et que l'une de ses sœurs avait déjà été à Narnia, et qu'elle y avait rencontré un faune, et qu'en dehors de lui-même, de son frère et de ses sœurs, personne ne connaissait quoi que ce soit au sujet de Narnia. Elle sembla particulièrement intéressée par le fait qu'ils étaient 4, et elle ne cessait de revenir sur ce point. « Êtes-vous certain que vous n'êtes que 4 ?» demanda-t-elle. « 2 fils d'Adam et 2 filles d'Ève, ni plus ni moins. » Et Edmund, la bouche pleine de loukoum, ne cessait de dire « Oui, je vous l'ai déjà dit !» en oubliant de l'appeler votre majesté, mais elle ne paraissait plus s'en soucier maintenant. Les loukoums finirent par tous disparaître, et Edmund regarda obstinément la boîte vide, en espérant que la reine lui demanderait s'il en voulait encore. La reine, c'est probable, avait deviné ses pensées, car elle savait, et cela Edmund l'ignorait, que ces loukoums étaient enchantés, et que quiconque les avait goûtés en réclamerait toujours davantage, et même si on le laissait faire, c'est au point de mourir d'indigestion. Mais elle ne lui en offrit pas d'autre. À la place, elle lui dit « Fils d'Adam, j'aimerais tant voir votre frère et vos 2 sœurs. Me les amènerez-vous ?»« J'essaierai, » dit Edmund, qui contempla toujours la boîte vide. « Parce que si vous revenez, en les amenant avec vous bien entendu, je pourrais vous donner d'autres loukoums. Je ne peux pas le faire maintenant. La magie n'agira pas une 2e fois, mais dans ma demeure, ce sera différent. »« Pourquoi ne pouvons-nous pas aller chez vous tout de suite ?» demanda Edmund. Lorsque tout à l'heure, il était monté sur le traîneau, il avait eu peur que la reine ne s'en allât avec lui vers quelque lieu inconnu d'où il n'aurait pas été capable de revenir. Désormais, il avait oublié cette crainte. « C'est un endroit ravissant, ma maison, » poursuivit la reine. « Je suis certaine que vous l'aimerez. Il y a des pièces entières remplies de loukoum, et surtout, je n'ai pas d'enfant. Je veux un gentil petit garçon que je pourrai élever comme un prince et qui deviendra le roi de Narnia quand j'aurai disparu. Tant qu'il sera prince, il portera une couronne en or et mangera des loukoums toute la journée. Et vous êtes de loin le jeune homme le plus intelligent et le plus beau que j'ai jamais rencontré. Je pense que je pourrais faire de vous ce prince, un jour, quand vous m'amènerez les autres en visite. »« Pourquoi pas maintenant ?» demanda Edmund. Sa figure était devenue très rouge. Sa bouche et ses doigts étaient collants. Il n'avait l'air ni intelligent, ni beau, en dépit de ce que lui disait la reine. « Si je vous conduisais là-bas maintenant, » répondit la reine, « je ne verrais pas votre frère, ni vos sœurs. J'ai très envie de connaître votre charmante famille. Vous êtes destiné à être le prince et plus tard le roi, c'est entendu, mais vous devez avoir des courtisans et des nobles. Je ferai votre frère duc et vos sœurs duchesses. »« Ils ne sont pas très intéressants, » objecta Edmund. « Et de toute façon,
Je pourrais toujours les amener à un autre jour. Ah, mais une fois que vous serez dans ma maison, dit la reine, vous risquez de les oublier complètement. Vous vous amuserez tellement que vous ne voudrez pas prendre la peine d'aller les chercher. Non. Vous devez retourner dans votre pays à présent, et revenir me voir une autre fois avec eux. Vous comprenez? Il est inutile de venir sans eux. Mais je ne connais même pas le chemin pour rentrer dans mon pays, prétexta Edmund. C'est facile, répondit la reine. Vous voyez cette lampe? Elle la désigna avec sa main. Edmund se retourna et vit le réverbère sous lequel Lucie avait rencontré le faune. Tout droit, au-delà de cette lampe, se trouve le chemin qui mène au monde des hommes. Maintenant regardez de l'autre côté. Elle tendit sa main dans la direction opposée. Et dites-moi si vous pouvez voir 2 petites collines qui s'élèvent au-dessus des arbres. Je crois que oui, dit Edmund. Eh bien, ma maison se trouve entre ces 2 collines. Ainsi, la prochaine fois que vous viendrez, il vous suffira de trouver le réverbère, de repérer ces 2 collines, puis de traverser le bois jusqu'à ce que vous arriviez à ma maison. Mais souvenez-vous, vous devez amener les autres. Je pourrais être obligé de me fâcher très fort avec vous si vous veniez seul. Je ferai de mon mieux, promit Edmund. Au fait, reprit la reine, vous n'avez pas besoin de leur parler de moi. Ce sera amusant d'en faire un secret entre nous 2. Ne trouvez-vous pas? Réservez-leur la surprise. Amenez-les simplement jusqu'aux 2 collines. Un garçon intelligent comme vous trouvera facilement un prétexte pour le faire. Et quand vous arriverez à ma maison, vous n'aurez qu'à dire « Voyons qui habite ici » ou quelque chose du même genre. Je suis certaine que ce sera préférable. Si votre sœur a rencontré l'un des faunes, elle aura peut-être entendu d'étranges histoires à mon sujet, de vilaines histoires, à cause desquelles elle aura sans doute peur de venir me voir. Les faunes disent n'importe quoi, vous savez. Et maintenant... S'il vous plaît, interrompit soudain Edmund. S'il vous plaît, pourrais-je avoir juste un petit morceau de loukoum que je mangerai en rentrant chez moi? Non, non, répondit la reine en riant. Vous devez attendre jusqu'à la prochaine fois. Tout en parlant, elle fit signe aux nains de se mettre en route. Mais au moment où le traîneau allait disparaître, la reine agita sa main dans la direction d'Edmund et lui cria « La prochaine fois, n'oubliez pas, venez bientôt !» Edmund regardait encore du côté où le traîneau avait disparu, lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Jetant un coup d'œil autour de lui, il vit Lucie qui sortait d'une autre partie de la forêt et marchait vers lui. « Oh, Edmund !» s'écria-t-elle. « Ainsi tu es entré toi aussi? N'est-ce pas merveilleux? Et maintenant... » « D'accord, » coupa Edmund. « Je vois que tu avais raison, c'est bien une armoire magique après tout. Je te demanderai pardon si tu le veux. Mais où diable étais-tu pendant tout ce temps? Je t'ai cherché partout. » « Si j'avais su que tu étais entré ici, je t'aurais attendu, » répondit Lucie. Elle était si heureuse et si excitée qu'elle ne remarqua pas qu'Edmund lui parlait avec hargne et que son visage était tout congestionné et très bizarre. « J'ai déjeuné avec le cher monsieur Tumnus le faune. Il va très bien et la sorcière blanche ne l'a pas encore puni de m'avoir laissé partir. Il pense donc qu'elle n'a sans doute rien découvert et que peut-être tout finira par s'arranger. »« La sorcière blanche ?» dit Edmund. « Qui est-ce ?»« C'est vraiment une personne épouvantable, » répondit Lucie. « Elle se donne le titre de reine de Narnia, bien qu'elle n'ait absolument aucun droit d'être reine. Et tous les faunes, dryades, naïades, nains et animaux, tout au moins tous ceux qui sont gentils, la haïssent purement et simplement. Elle peut changer les gens en pierre et faire toutes sortes d'horribles choses. Elle a jeté un sort à cause duquel c'est toujours l'hiver à Narnia. Toujours l'hiver mais jamais Noël. Et elle circule sur un traîneau tiré par des rennes avec sa baguette à la main et sa couronne sur la tête. » Edmund se sentait déjà mal à son aise, parce qu'il avait mangé trop de bonbons, mais quand il apprit que la dame, dont il était devenu l'ami, était une dangereuse sorcière, il se sentit encore plus mal à son aise. Néanmoins, désirait toujours par-dessus tout, c'était savourer une nouvelle fois ces loukoums merveilleux. « Qui t'a raconté toutes ces sornettes au sujet de la sorcière blanche ?» demanda-t-il. « Monsieur Tumnus, le faune ?» dit Lucie. « On ne peut pas toujours croire ce que disent les faunes » déclara Edmund, en s'efforçant d'avoir l'air de les connaître beaucoup mieux que sa sœur. « Qui a dit cela ?» demanda Lucie. « Tout le monde le sait » affirma Edmund. « Demande à n'importe qui. Mais ce n'est vraiment pas amusant de rester planté là dans la neige. Rentrons à la maison. »« Oui, rentrons » dit Lucie. « Oh, Edmund,
Je suis si contente que tu aies toi aussi pénétré à Narnia. Les autres seront bien obligés d'y croire à présent, puisque nous y avons été tous les deux. Comme cela va être amusant. Mais en lui-même, il pensait que ce ne serait pas aussi amusant pour lui que pour elle. Il serait obligé d'admettre, devant les autres, que Lucie avait eu raison, et il était certain que les autres se rangeraient tous du côté des faunes et des animaux. Or, lui avait adopté le parti de la sorcière. Il ne savait pas ce qu'il dirait, ni comment il garderait son secret, quand ils parleraient tous ensemble de Narnia. Cependant, ils avaient fait une bonne partie du chemin. Soudain, ils sentirent les manteaux autour d'eux, à la place des branches d'arbres, et un instant plus tard, ils se retrouvèrent tous les deux hors de l'armoire, debout dans la pièce vide. « Dis-moi, Edmund, » s'exclama Lucie, « tu as vraiment une mine affreuse. Tu te sens mal ?»« Je vais très bien, » répondit-il. Mais ce n'était pas vrai. Il avait très mal au cœur. « Alors viens, cherchons les autres. Que d'histoires nous aurons à leur raconter, et quelle merveilleuse aventure nous allons connaître, maintenant que nous sommes tous ensemble dans cette magie. » Chapitre 5. Retour de ce côté de la porte. Parce que le jeu de cache-cache durait encore, Edmund et Lucie mirent un certain temps à trouver les autres. Quand ils furent enfin tous réunis, ce qui se produisit dans la longue salle où il y avait l'armure, Lucie s'exclama. « Peter, Suzanne, tout est vrai, Edmund l'a vu aussi. Il existe un pays que l'on peut atteindre en passant par l'armoire. Edmund et moi y sommes entrés, tous les deux. Nous nous sommes rencontrés là-bas, dans le bois. Allez, Edmund, continue, raconte-leur tout. »« Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire, Edmund ?» demanda Peter. Nous sommes arrivés maintenant à l'un des épisodes les plus pénibles de ce récit. Jusqu'à cet instant, Edmund s'était senti malade et boudeur, et vexé parce que Lucie avait raison. Mais il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait faire. Quand Peter, brusquement, lui posa cette question, il décida tout à coup d'agir de la façon la plus méchante possible. Il décida de laisser tomber Lucie. « Raconte-nous, Edmund » dit Suzanne. Il prit alors un air très supérieur, comme s'il était beaucoup plus âgé que Lucie. En fait, il n'avait qu'1 an de différence. Puis il ricana doucement et dit « Ah oui, Lucie et moi avons bien joué. Nous avons fait semblant de croire que toute son histoire d'un pays imaginaire dans l'armoire était vraie. Juste pour nous amuser, bien entendu. Mais en réalité, il n'y a rien dans l'armoire. » La pauvre Lucie jeta un seul regard à son frère et s'enfuit de la pièce en courant. Edmund, qui devenait plus méchant de minute en minute, estima qu'il avait remporté un grand succès et reprit aussitôt la parole pour dire « La voilà qui recommence. Qu'est-ce qu'elle a ? Ce qui est ennuyeux avec les gamins, c'est que toujours... » « Dis donc !» cria Peter, en l'attaquant avec fureur. « Tais-toi ! Tu es vraiment dégoûtant avec Lucie depuis qu'elle s'est mise à raconter ses bêtises à propos de l'armoire. Et maintenant voilà que tu entres dans son jeu, et puis que tu la laisses tomber à nouveau ? Je suis sûre que tu agis ainsi simplement par méchanceté. »« Mais ce ne sont que des bêtises !» objecta Edmund, complètement décontenancé. « Bien sûr !» dit Peter. « Et c'est précisément ce qui est grave. Lucie allait parfaitement bien lorsque nous avons quitté la maison, mais depuis que nous sommes ici, elle semble avoir le cerveau dérangé. Ou alors, elle est en train de devenir la pire des menteuses. Quoi qu'il en soit, penses-tu vraiment lui faire du bien en te moquant d'elle un jour, et puis en l'encourageant le jour suivant ? Je pensais... balbutia Edmund, mais il ne trouva rien à répondre. Tu ne pensais rien du tout, dit Peter. C'est juste de la méchanceté. Tu as toujours aimé être odieux avec ceux qui sont plus petits que toi. Nous avons déjà vu cela en classe. Arrêtez ! S'écria Suzanne. Une dispute entre vous deux n'arrangera rien. Partons à la recherche de Lucie. Lorsqu'ils la trouvèrent, beaucoup plus tard, ils se rendirent compte qu'elle avait pleuré, ce qui n'était pas surprenant. Rien de ce qu'ils lui dirent alors ne changea la situation. Elle ne démordait pas de son histoire et leur déclara « Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous dites, vous pouvez avertir le professeur, vous pouvez écrire à maman, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je sais que j'ai rencontré un faune là-bas. Et j'aimerais être restée dans ce bois, et vous êtes tous des brutes, des brutes !» Ce fut une soirée très pénible. Lucie était malheureuse, et Edmund s'apercevait que son plan ne fonctionnait pas aussi bien qu'il l'avait espéré. Les deux aînés, eux,
commençaient sérieusement à penser que Lucie n'avait plus toute sa tête. Et ils restèrent dans le long couloir pour parler de son cas, en chuchotant longuement après qu'elle fût allée se coucher. De ces conciliabules, il résulta que, le lendemain, ils prirent la décision d'aller raconter toute l'affaire au professeur. « Il écrira à papa s'il pense que Lucie ne va vraiment pas bien, » dit Peter. « Car désormais, ce problème nous dépasse. » Ils allèrent donc frapper à la porte du bureau, et le professeur dit « Entrez !» Il se leva, leur avança des chaises et leur déclara qu'il était entièrement à leur disposition. Puis il s'assit, et pressant les uns contre les autres les bouts de ses doigts, il les écouta sans les interrompre jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur histoire. Ensuite il resta silencieux un long moment. Enfin, il s'éclaircit la voix et leur posa la question à laquelle l'un et l'autre s'attendaient le moins. « Comment savez-vous » leur demanda-t-il. « Que l'histoire de votre sœur n'est pas vraie. »« Oh ! Mais... » commença Suzanne, puis elle s'arrêta. On pouvait voir, d'après la physionomie du vieil homme, qu'il était parfaitement sérieux. Alors Suzanne se ressaisit et dit « Mais Edmund a dit qu'ils ont juste fait semblant. » « C'est un point, » admit le professeur, « qui mérite certainement qu'on l'examine très attentivement. Par exemple, excusez-moi de vous poser une telle question, d'après votre expérience, qui, de votre frère ou de votre sœur, vous semble le plus crédible ? Je veux dire, qui est le plus franc ? » « Voilà justement ce qui est curieux dans cette histoire, monsieur, » répondit Peter. « Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais répondu Lucie, sans la moindre hésitation. Et vous, ma chère, qu'en pensez-vous ? Demanda le professeur, en se tournant vers Suzanne. Eh bien, dit-elle, en temps normal, j'aurais répondu la même chose que Peter. Mais cela ne pourrait pas être vrai, toutes ces histoires de forêt, de faune. Cette question me dépasse, dit le professeur. Mais accuser de mensonge une personne que l'on a toujours considérée comme franche est une chose très grave. Une chose extrêmement grave, assurément. Nous avions peur que ce ne soit peut-être même pas un mensonge, dit Suzanne. Nous avions pensé que sans doute Lucie n'allait pas très bien. Vous voulez dire qu'elle est folle ? Demanda le professeur très clairement. Oh, rassurez-vous, il suffit de la regarder et de lui parler pour voir qu'elle n'est pas folle du tout. Mais alors, s'exclama Suzanne, et elle s'arrêta. Elle n'avait jamais imaginé qu'une grande personne puisse parler comme le professeur, et elle ne savait pas quoi penser. « La logique !» dit le professeur en partie pour lui-même. « Pourquoi n'enseigne-t-il pas la logique dans ses écoles ? Il n'y a que 3 possibilités. Soit votre sœur ment, soit elle est folle, soit elle dit la vérité. Vous savez qu'elle ne ment pas, et il est évident qu'elle n'est pas folle. Donc pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, nous devons admettre qu'elle dit la vérité. » Suzanne le regarda attentivement, et fut certaine, d'après l'expression de son visage, qu'il ne se moquait pas d'eux. « Mais comment cela peut-il être vrai, monsieur ?» demanda Peter. « Pourquoi posez-vous cette question ?» rétorqua le professeur. « Pour une raison très simple, » répondit Peter. « Si c'est vrai, pourquoi ne trouve-t-on pas ce pays chaque fois que l'on pénètre dans l'armoire ? Je m'explique. Il n'y avait rien lorsque nous avons regardé, et Lucie elle-même n'a pas prétendu le contraire. »« Qu'est-ce que cela change ?» dit le professeur. « Eh bien, monsieur, si les choses sont réelles, elles ne disparaissent pas. »« Le croyez-vous vraiment ?» demanda le professeur. Et Peter ne sut pas quoi répondre. « Et il n'y a pas eu de temps » objecta Suzanne de son côté. « Même si un tel lieu existait, Lucie n'aurait pas eu le temps d'y aller. Elle a couru derrière nous juste au moment où nous sortions de la pièce. Il ne s'était même pas écoulé 1 minute, et elle a prétendu qu'elle avait été absente pendant des heures. » « C'est justement la chose qui rend son histoire tout à fait susceptible d'être vraie, » déclara le professeur. « S'il y a réellement dans cette maison une porte qui conduit vers un autre monde, et je dois vous avertir que cette maison est très étrange et que même moi, je la connais très mal, si donc, je répète, Lucie a pénétré dans un autre monde, je ne serais pas du tout surpris de découvrir que cet autre monde a un temps séparé qui lui est propre. Si bien que quelle que soit la durée d'un séjour là-bas, cela ne prendra jamais 1 seconde de notre temps. Par ailleurs, je ne pense pas que beaucoup de petites filles de son âge soient capables d'inventer cette idée toute seule. Si Lucie avait imaginé son histoire, elle serait restée cachée pendant un certain temps,
avant de venir vous raconter son aventure. Mais vous voulez vraiment dire, monsieur, dit Peter, qu'il peut exister d'autres mondes comme ça, tout autour de nous, tout à côté? Rien n'est plus probable, dit le professeur, qui enleva ses lunettes et se mit à les nettoyer tout en marmonnant pour lui-même. Je me demande ce qu'ils peuvent bien leur enseigner dans ces écoles. Mais qu'allons-nous faire? Dit Suzanne qui trouvait que la conversation commençait à dévier du sujet. Ma jeune demoiselle, dit le professeur en levant soudain vers les deux enfants un regard très pénétrant. Il existe un plan que personne n'a encore suggéré et qui vaut pourtant la peine d'être essayé. Qu'est-ce que c'est? Demanda Suzanne. Nous pouvons tous essayer de nous mêler uniquement de ce qui nous regarde, déclara-t-il. Et ce fut la fin de la conversation. Par la suite, les choses allèrent beaucoup mieux pour Lucie. Peter veilla à ce qu'Edmund cesse de se moquer d'elle, et d'ailleurs, ni Lucie, ni personne d'autre n'eut envie de parler de l'armoire. C'était devenu un sujet plutôt angoissant. Pendant un temps, l'on put croire que les aventures allaient prendre fin. Or, il n'en fut pas ainsi. La maison du professeur, que même lui connaissait si mal, était si ancienne et si célèbre que de tous les coins de l'Angleterre, les gens venaient demander la permission de la visiter. Elle faisait partie de ces demeures qui sont mentionnées dans les guides touristiques et même dans les livres d'histoire. Et elle le méritait, car l'on racontait à son sujet toutes sortes d'anecdotes, dont certaines étaient encore beaucoup plus étranges que celles que je suis en train de vous conter. Et lorsque des groupes de touristes arrivaient et demandaient à voir la maison, le professeur leur en donnait toujours l'autorisation. Madame Macready, la gouvernante, leur servait de guide. Elle leur parlait des tableaux, de l'armure et des livres rares de la bibliothèque. Madame Macready n'aimait pas beaucoup les enfants, et elle supportait mal d'être interrompue quand elle expliquait aux visiteurs toutes les choses qu'elle savait. Dès le premier matin, ou presque, elle avait dit à Peter et Suzanne, parmi bon nombre d'autres recommandations, « Et n'oubliez pas, je vous prie, que vous devez vous tenir à l'écart chaque fois que je guide un groupe à travers la maison. » Comme si l'un d'entre nous voulait gâcher la moitié d'une matinée à tourner en rond avec une foule de grandes personnes inconnues, s'exclama Edmund, et les trois autres furent de son avis. Or, voici comment les aventures commencèrent pour la deuxième fois. Quelques jours plus tard, Peter et Edmund étaient occupés à examiner l'armure et à se demander s'ils pourraient la démonter, lorsque les deux filles firent irruption dans la pièce en criant « Attention! Voici la Macready et toute une troupe avec elle! Sauf qui peut !» hurla Peter. Et tous les quatre se sauvèrent par la porte située à l'extrémité de la pièce. Et quand ils eurent pénétré dans la pièce verte, et au-delà, dans la bibliothèque, ils entendirent soudain des voix qui venaient à leur rencontre. Ils se rendirent compte alors que Madame Macready devait faire monter son groupe de visiteurs par l'escalier de derrière, et non pas par l'escalier de devant, comme ils l'avaient supposé. Ensuite, soit qu'ils aient perdu la tête ou que Madame Macready ait essayé de les attraper, soit qu'un enchantement, assoupi dans la maison, ne soit subitement réanimé et les ait poussés vers le domaine de Narnia, bref, quelle qu'en fût la raison, ils eurent l'impression d'être traqués partout, si bien que Suzanne finit par s'écrier. « Ah, flûte pour ces touristes! Venez, entrons dans la chambre de l'armoire jusqu'à ce qu'ils soient passés. Personne ne nous suivra ici. » Mais à l'instant même où ils pénétrèrent dans cette pièce, ils entendirent des voix dans le couloir. Quelqu'un tripota la porte et ils virent la poignée tourner. « Vite !» commanda Peter. « Il n'y a pas d'autre cachette !» Et il ouvrit toute grande la porte de l'armoire. Tous les quatre s'entassèrent à l'intérieur et s'assirent là, haletants, dans l'obscurité. Peter tenait la porte tirée. Il ne la ferma pas, car bien sûr, il se rappelait comme toute personne raisonnable qu'il ne faut jamais s'enfermer dans une armoire.